Ici Satou. Les histoires de protagonistes anti-héros sont assez populaires, mais si je devais choisir, je préférerais les histoires traditionnelles du bien contre le mal qu'on voit dans les dessins animés télévisés aux heures de grande écoute. Rien ne vaut les classiques. Satou, j'attends ta lettre. Je t'en enverrai une dès que je serai installé à Labyrinth City. Oh, Satou, tu ne peux pas m'en envoyer une dès que tu arrives dans une grande ville? Même une courte, ça me va. Sarah fit la moue. Enfin, si tu insistes. Ce ne serait pas trop compliqué si je les envoyais avec les lettres de Zena, alors j'acceptais sa demande. Reviens aussi à l'ancienne capitale un de ces jours. Oui, bien sûr. Sarah me prit les mains et me regarda dans les yeux. L'espace d'un instant, je crus qu'elle allait m'embrasser pour me dire au revoir, mais elle ne le pourrait probablement pas devant cette foule. Dame Sarah, puis-je? Mes excuses, vicomte Emmerin. Sarah s'écarta, et le vicomte Kirk Emmerin et sa deuxième fille, Rina, s'approchèrent de moi. Sœur Pendragon, vous avez sauvé notre famille d'un grand danger. Les ventes de Lulu explosaient, avec des commandes non seulement de nobles de l'ancienne capitale comme le marquis Lloyd et le comte Owen, mais aussi de marchands de la capitale royale et des régions voisines. Sa valeur augmentait même, devenant un fruit de haute qualité, comme le melon à l'époque Showa. Tout cela est dû à vos talents culinaires et à votre volonté de promouvoir le fruit, sans parler de votre volonté de partager vos recherches avec le public. C'est moi qui devrais vous en être reconnaissant. Le verger que vous créez dans la baronnie de Munro est un cadeau plus précieux que je n'aurais jamais pu l'espérer. Le vicomte Emmerin avait proposé de créer un verger de Lulu, fruit désormais très rentable, dans la baronnie de Munro. En plus de fournir des plans, il avait envoyé un instructeur expérimenté de son propre verger pour soutenir les opérations jusqu'à ce que tout soit remis sur les rails. Est-ce Seigneur Satou, une fois votre entraînement terminé, vous retournerez à la baronnie Munro, n'est-ce pas? Demanda mademoiselle Rina. Oui, c'est prévu, répondis-je. Après avoir revisité la baronnie Munro, je prévoyais de quitter le royaume de Shiga et de faire le tour du monde. Dédé, accord, je ferai de mon mieux. Très bien, je vous encouragerai, alors. Merci, je ne comprenais pas à quoi elle faisait référence, mais je devais encourager une jeune fille qui faisait de son mieux. Oh, Satou, vous êtes si cruel. Tolma, gardez vos pensées pour vous. Alors que la famille Emmerin se retirait, elle fut remplacée par Tolma et le vicomte Osaris Siemon. Ils étaient accompagnés de Monsieur Jang et de Mademoiselle Natalina de l'atelier de parchemin. Si quelque chose d'intéressant se produit pendant votre voyage, n'hésitez pas à m'en parler, d'accord? Voici quelques informations supplémentaires. Tolma me tendit une liasse de papier ficelé. Il semblait contenir des informations sur d'importants nobles de la capitale royale et même de Labyrinth City. Sire Pendragon, soyez prudent à Labyrinth City. Ceci est une lettre de présentation pour le maître de guilde. C'est une personne un peu difficile, alors si elle vous cause des ennuis, veuillez vous adresser à sa conseillère, mademoiselle Sebelkeya. Je m'inclinai devant les polis Osaris et Tolma, pourtant difficiles à détester, et leur fis mes adieux. Bien sûr, d'autres adieux se succédèrent autour de moi. Mia, salut Damaaz et tous les habitants de notre ville natale de ma part. D'accord. Mia fit un signe de tête à Cyril Toa la chanteuse, venue nous saluer. La forêt de Bolénan, au sud-est du royaume de Shiga, était le site de la ville natale de Mia, le village elfique. Le voyage pour ramener Mia chez elle allait bientôt prendre fin. Tu reviendras, n'est-ce pas, Nana? Nana et son maître, vous revenez? Larve, mon maître et moi, on reviendra ici, je vous le déclare. Nana serra fort les enfants phoques dans ses bras, qui s'agitaient adorablement. Lulu, passe quand tu veux un travail. Merci, chef. Visiblement, le chef du château du duc n'avait toujours pas renoncé à recruter Lulu. Arisa, on est venu te dire au revoir. Prenez soin de vous, mademoiselle Arisa. On rejoue au chat noir. Oh, vous êtes venu nous dire au revoir. Les voix enjouées autour d'Arisa étaient celles des enfants de l'orphelinat, qui s'étaient liés d'amitié avec elle lors des visites de sympathie avec Sarah. Ils nous ont aussi salués, Nana et moi. Lisa, Tama, Pochi, je sais que vous pouvez devenir encore plus forte. Battez des monstres et gagnez toute l'expérience possible. Oui, monsieur, nous n'oublierons pas vos enseignements, Sir Kajiro. Prenez soin de vous tous. Ayom aussi? Oui, monsieur. Les deux samouraïs de l'Empire Saga qui avaient entraîné les filles hommes bêtes, monsieur Kajiro et Ayom, vinrent également nous dire au revoir. Grâce à eux, l'équipe d'avant-garde était devenue encore plus forte. En guise de remerciement, je leur donnai 3 fois la somme promise pour leur solde. Sir Satou, il n'est pas trop tard. Tu peux encore devenir chef cuisinier de la famille Lloyd. Non, non. Sœur Satou doit épouser une fille de la famille Owen et devenir chef cuisinier et membre de notre famille. Les deux amis nobles gourmands, le marquis Lloyd et le comte Owen, vinrent également me saluer. Chacun d'eux me remit une dague aux armoiries de leurs familles respectives, en me disant de m'en servir si j'avais des ennuis en chemin. Je ne voulais pas abuser,
mais chacun me serait utile si je ne pouvais pas gérer une situation seule. Il y avait aussi beaucoup d'autres visages familiers, comme nos hôtes, les Wargox, le futur duc Tisrado, et d'autres nobles que j'avais rencontrés dans l'ancienne capitale. Sœur Pendragon, évitez tout danger. Si la situation vous paraît impossible, faites demi-tour immédiatement. Et ne mourrez pas, ne vous inquiétez pas, je ne ferai rien d'imprudent. Sœur Ipazaloïde, le chevalier impérial, prit un air sérieux et me prit les mains. Cela me parut exagéré, mais les voyages en ce monde étaient en réalité assez dangereux, et de telles séparations pouvaient parfois se transformer en adieu définitif. Je devrais le savoir, puisque j'avais croisé une hydre sur la route entre le comté de Kouanou et la baronnie de Munot. Tant de monde était venu nous dire au revoir que nous avons fini par retarder le départ de notre navire. Je devrais m'excuser auprès du capitaine et des autres passagers plus tard. Finalement, le navire appareilla et nous saluâmes tous les passagers au port jusqu'à ce qu'ils disparaissent à l'horizon. Alors que le navire s'engageait sur le fleuve principal, Arisa s'approcha de moi. Alors, on prend la route terrestre par les montagnes pour rejoindre la ville natale de Mia? Ou la route maritime? Le vicomte Emerin nous a interdit la route maritime. Ah oui, sa flotte a été détruite près des îles Dragons des Mers, n'est-ce pas? Oui, et c'est le seul moyen d'atteindre la forêt de Bolénan par bateau. J'aurais probablement pu m'en sortir, mais je n'avais personne pour me fournir un bateau. Alors, on va traverser les montagnes? Oui, Dame Cyril Toa a dit qu'elle était passée par là aussi. Quand j'avais emmené tout le monde à la salle de concert pour son concert, la chanteuse, une elfe comme Mia, m'avait raconté le voyage. Mais y a-t-il une route qui passe par là? Il vaut mieux supposer qu'il n'y en a pas. J'avais demandé aux marchands de café en ville, mais ils m'ont dit que cela faisait plus de 100 ans que personne n'avait traversé les montagnes du Dragon Noir pour rejoindre le village de Bolénan. Des montagnes, hein, je n'étais pas vraiment randonneur dans ma vie passée, pour info. Je n'avais pas prévu de marcher, bien sûr. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. C'est dans cet esprit que je testais depuis un moment la possibilité d'utiliser l'aviation dans les ruines du labyrinthe de l'ancienne capitale. Malheureusement, je n'ai pas réussi à construire un avion équipé d'un moteur à puissance aérienne, car la puissance était trop difficile à régler. J'ai cependant réussi à utiliser les sorts de contrôle électronique et de foudre pour produire de l'hydrogène. J'ai donc fabriqué un petit dirigeable. Il peut paraître mou, mais le ballon était recouvert d'une peau de poisson monstre géante, ce qui le rendait quasiment impossible à endommager, même avec des armes en alliage de mithril. Pour garantir un voyage sûr et confortable, je l'ai scellé avec le plus grand soin. Bien sûr, j'ai également modernisé l'équipement de mon groupe avec de nouveaux matériaux et technologies. Leur nouvelle armure était principalement fabriquée avec la peau de poisson monstre mentionnée précédemment. Elle offrait une meilleure résistance aux lames que le mithril, était aussi ignifuge que le cuir d'hydre et même résistante au choc, ce qui leur permettait d'affronter en toute sécurité des adversaires plus puissants. L'analyse aurait été pénible, alors j'ai camouflé l'armure avec la fine carapace blanche de Triton dur. Chacun avait des armes différentes. Pour commencer, Pochi, Tama et Nana étaient désormais équipés d'épées magiques qui ressemblaient à de simples épées de bronze. Ces épées magiques pouvaient avoir deux effets, étourdissement doux pour s'attaquer aux humains et tranchant pour exterminer les monstres. Pour Arisa et Mia, j'ai fourni de nouveaux bâtons en bois d'arbre montagne. Au lieu de les fabriquer moi-même, je les ai fait fabriquer dans le meilleur atelier de bâtons de la vieille capitale. J'ai offert à Lulu un mousquet à chargement par la bouche avec la fonction tireur version 2 intégrée. Comme les sabres japonais, l'arme elle-même était considérée comme une arme ancienne, elle était donc peut-être rare, mais il ne fallait pas la considérer comme trop artificielle. Elles sont probablement tombées en désuétude à cause de la commodité des armes magiques comme les bâtons de feu et les bâtons de tonnerre. Je ne l'ai pas remarqué en allant au musée, mais apparemment, il y en avait quelques-uns exposés. Qu'est-ce que c'est? C'était notre 3e jour sur le bateau, le lendemain d'une journée de confinement due à une forte pluie, quand j'ai aperçu quelque chose au sud-est. Que voulez-vous dire? Il n'y a pas un nuage dans le ciel. Une araignée à 3 têtes? Elle est fine et élastique, monsieur. Arisa ne la voyait pas, mais Tama, Pochi et moi avons tous vu ce qui ressemblait à un fin fil blanc. L'arbre-monde, marmonna Mia. C'est ça? Mia hocha la tête. Je savais qu'elle ne mentirait pas, mais je ne voyais rien qui ressemble à un arbre sur cette fine ligne. On aurait dit un ascenseur spatial de science-fiction au loin. S'agit-il vraiment d'un monde de science-fiction, et non de fantaisie? Des doutes me traversèrent l'esprit, mais je me disais qu'il se clarifierait en atteignant la forêt de Bolénan, alors je l'ai mis de côté pour le moment. L'après-midi suivant, nous arrivâmes à Kuka, la ville la plus au sud après la ville portuaire de Sutohandol, pour prendre un bateau qui nous emmènerait en amont sur un bras de la rivière. Le seul endroit où il y avait des bateaux assez grands pour une calèche était Kuush, en amont de Kuka, c'est donc de là que nous avons commencé notre voyage terrestre. Cette route était envahie par l'herbe et très peu fréquentée. D'après ce que j'ai pu constater,
les habitants préféraient se déplacer en petites embarcations, comme des canoës. Kuka et Kuush étaient deux villes agréables, animées malgré leur faible population. Maître, pensez-vous que le dragon noir dont ils ont parlé dans cette ville est par ici? Arisa observait le paysage par la fenêtre, l'air inquiet. Nous avions entendu parler, en traversant Kuush, d'une attaque de dragon noir sur la ville, ce qui devait l'inquiéter. Le mur d'enceinte étant légèrement carbonisé, je me suis dit qu'il s'agissait simplement d'un demi-dragon. J'ai cherché sur ma carte des demi-dragons de niveau supérieur à 30 dans la région. Outre les nombreuses wyvernes des montagnes du dragon noir, il y avait une lamie au nord-est du duché, quelques hydres à l'extrémité ouest et un dragon des mers dans l'océan austral. Bien sûr, il n'y avait pas de véritable dragon sur le territoire. Le marqueur que j'avais placé sur le dragon noir se trouvait sur une autre carte, loin au sud. Il n'y a pas de demi-dragon dans les environs, alors peut-être ont-ils pris une wyverne ou un grand serpent monstrueux pour un dragon. Les wyvernes sont effrayantes aussi. Lulu ira-t-elle bien dans le siège du cocher? Et les chevaux? Ne t'inquiète pas, je suis toujours à l'affût des ennemis. J'ai caressé la tête d'Arisa, et elle m'a finalement adressé un sourire soulagé. Maître, le village plus loin semble être dans un état étrange. Maître, je recommande des préparatifs de combat. Lisa et Nana étaient armées jusqu'aux dents sur leurs rhinosaures lorsqu'elles sont venues nous faire leur rapport. Nous avions vendu nos chevaux excédentaires à l'ancienne capitale, il ne nous restait donc que les 4 qui tiraient la calèche et les 2 rhinosaures. Les 4 plus jeunes et moi étions donc dans la calèche que Lulu conduisait. Lisa, viens avec moi. Compris, j'ai appelé Nana, j'ai emprunté son rhinosaure et je me suis dirigée vers le village avec Lisa. Ce village était situé entre un bras de rivière et la route principale, ils étaient donc spécialisés dans la pêche et l'agriculture. Vous avez des affaires à faire dans notre village? Vous montez des rhinosaures, mais vous n'êtes certainement pas habillés comme des voleurs ou des sauvages de l'Est. Un homme âgé, probablement le chef du village, attendait au carrefour menant au village, accompagné d'une dizaine de villageois armés. Leurs armes étaient incroyablement rudimentaires, même pour une situation de dernière minute, des bâtons pointus aux lances en tesson d'obsidienne. Leurs yeux étaient emplis de haine et de peur. Non, on n'avait pas vraiment l'intention de passer. Ma réponse désinvolte ne parvint pas à les dissuader. En voyant l'état du village derrière eux, je compris leur prudence. On dirait que des bâtiments ont brûlé là-bas. Avez-vous été attaqué par des bandits? Au moins la moitié des villageois présentaient des brûlures aux mains et aux pieds, et les autres présentaient diverses autres blessures. Je ne les ai pas remarqués tout de suite à cause des bandages en lambeaux qui les enveloppaient. Non, bien pire que ça. C'était un noble et ses amis, cracha furieusement l'un des jeunes hommes à côté du chef du village. Je sentis des regards me scruter depuis les maisons lointaines. Nous ne semblions pas les bienvenus ici. Alors je pensais qu'il valait mieux partir une fois les informations obtenues. Ce noble était-il du coin? Non, on ne l'avait jamais vu. Oui, je n'ai pas reconnu le blason. Ils ont demandé si on hébergeait des hommes bêtes, et quand on a répondu qu'on ne comprenait pas de quoi ils parlaient, ils ont utilisé la magie pour incendier nos maisons. Un type a brandi une boule de feu devant moi et m'a exigé des aveux. Les jeunes répondirent un par un à ma question. Un noble utilisant le feu, traquant des hommes bêtes. Cela me semblait un peu trop familier. Mes soupçons se portèrent directement sur le noble pyromane qui avait tenté d'utiliser la magie du feu lors de la vente aux enchères obscures de Muraas. Une rapide recherche sur la carte me permit de découvrir qu'il se trouvait à Puta, la ville vers laquelle nous nous dirigions ensuite. Et les hommes tigres qu'il poursuivait se cachaient dans un coin de la même ville. Ça sent le danger. Techniquement, on pourrait éviter de rester dans cette ville pour se mettre à l'abri, mais c'était la ville la plus proche des montagnes du Dragon Noir, et j'espérais recueillir des informations sur la chaîne de montagnes pour notre voyage. Pour l'instant, je me suis contenté d'ajouter des marqueurs à tout ça pour éviter les ennuis. Je suis désolé d'apprendre ça. On fera attention à ne pas se mêler à eux, alors. Tenez, prenez ceci comme un remerciement pour l'information. J'ai fouillé dans un compartiment du wagon, j'en ai sorti des baumes et 5 potions efficaces contre les brûlures, et je les ai tendues à l'un des jeunes hommes. C'est très efficace contre les brûlures. Vous pourriez peut-être les utiliser pour les jeunes filles du village, etc. Il a d'abord semblé abasourdi, mais en entendant les mots « efficace contre les brûlures », il s'est presque jeté à terre pour me remercier. Si je lui en ai donné 5, c'est parce qu'il y avait 5 filles au village atteintes de brûlures, légères. À ce moment-là, la calèche nous a rattrapés, alors j'ai échangé la place avec Nana et je suis remontée. Eh bien, tu es généreux. Je les ai préparées avec une recette spéciale, donc elles sont vraiment bon marché. Le coût pourrait même être inférieur à une pièce de cuivre par fiole. Mince, c'est vraiment pas cher. C'était des potions magiques diluées que j'avais préparées en consultant le manuel d'alchimiste douteux acheté aux enchères obscures. Elles étaient également conservées dans des fioles de potions bon marché achetées en magasin, leur durée de conservation était donc courte.
Elles étaient obtenues en diluant mes potions magiques mineures artisanales à un 20e de leur puissance initiale, mais elles étaient tout de même comparables à une potion mineure achetée en magasin. Le liquide dilué ne nécessitait pas de noyau magique pour sa production, mais c'était la seule différence. Donc, vu le temps et les efforts investis, il serait probablement plus rapide de produire en masse des potions normales. Cependant, les potions diluées étaient peu coûteuses et peu efficaces, ce qui les rendait utiles à la vente ou à l'échange. Ces potions contenaient également de la poudre de fleurs glacées issue de l'incident du dragon noir, ce qui devrait guérir les brûlures sans laisser de traces. Après cela, nous avons traversé d'autres villages attaqués par le noble pyromane. Dans certains villages, on disait qu'un dragon noir était apparu juste après le départ du noble, ce qui les faisait craindre pour leur survie. Soudain, je me suis souvenu de la description que la princesse Ménéa avait faite de la canne cramoisie du noble pyromane, un bâton maudit qui attire les monstres de feu. Peut-être ce dragon noir poursuivait-il le noble pyromane. Slashy, les épées magiques du maître sont incroyables, monsieur. Cette épée est 3 fois plus tranchante que les lames ordinaires, à ce que je sache. J'avais laissé le groupe d'avant-garde combattre un naga de niveau 20 qui se cachait dans les montagnes pour tester ses nouvelles armes, et ils ont finalement gagné encore plus facilement que je ne l'aurais cru. Un naga s'est avéré être un grand monstre serpentin avec des ailes de chauve-souris et 4 pattes. Comme nous testions des armes de combat rapprochées cette fois, je lui ai coupé les ailes avant de laisser les filles le défier. On dirait que vous n'aviez pas besoin de moi pour ce combat. Facile comme tout, on est invincible, monsieur. Les mots de Lisa troublèrent Tama et Pochi, qui prirent aussitôt une pause victorieuse. Asseyez-vous tous les deux. Écoutez, avant que je puisse dire quoi que ce soit, Lisa les réprimanda pour leur orgueil, je n'avais donc pas besoin d'intervenir. Au milieu de la nuit, je m'étais faufilé dehors pour éliminer tous les monstres dangereux de niveau supérieur à 30, empoisonnés, pétrifiés ou autres susceptibles de menacer mes camarades. J'aurais peut-être dû leur laisser des adversaires plus forts, cependant. Dites, vous pensez que ce naga était le dragon noir dont on entend parler? Brun foncé. Mia secoua la tête face à la théorie d'Arisa. J'ai aussi pensé qu'il y avait un malentendu, mais comme l'avait dit Mia, les écailles du naga étaient brun foncé. Plus importante encore, il ne crachait pas de feu. Les villages traversés étaient une chose, mais la ville de Kououche portait assurément des traces de brûlure. Et bientôt, je l'ai trouvé. Il vole au-dessus de cette montagne, monsieur. Tama et Pochi ont pointé vers le sud depuis leur siège de cocher. Au-delà des montagnes plus basses, je distinguais le contour des montagnes du dragon noir. Près du sommet blanc, on aurait dit un fil noir qui s'enroulait. Je ne pouvais l'affirmer avec certitude, car il figurait sur une autre carte, mais il était dans la même direction que le marqueur que j'avais placé sur le dragon noir, donc il s'agissait probablement du même. Bravo à vous deux. J'ai caressé la tête de Tama et Pochi, les félicitant de l'avoir repéré d'aussi loin. Nous avions repéré un vrai dragon noir, mais il n'avait probablement aucun lien avec ces incidents. Si quelque chose d'aussi gros avait volé par ici, je pense que cela aurait causé beaucoup plus de dégâts au terrain. J'expliquais ce raisonnement à Arisa, l'air inquiet, puis retournai à l'évaluation du nouvel équipement. Les balles de mousquet ne semblaient pas fonctionner. Non, je suis désolé, je ne suis pas un bon tireur. Ce n'est pas ta faute, Lulu. L'arme n'était tout simplement pas assez puissante. J'avais utilisé des balles de bronze normales, mais le circuit magique de tir semblait tout simplement insuffisant. De plus, contrairement à un arc et des flèches, la puissance d'une arme à feu n'avait pas grand-chose à voir avec la force de son utilisateur. Je rassurai Lulu, puis appelai notre tank, Nana. Nana, montre-moi ton bouclier. Oui, maître. Pas une égratignure. Ce grand bouclier était fabriqué en tendant une peau de poisson monstre géant sur une armature en bois d'arbre de montagne. Il était considérablement plus robuste que celui que j'avais fabriqué auparavant avec une enveloppe de fruits en coquille de fer. J'étais content qu'il paraisse sûr. Au fait, la viande de naga était délicieuse grillée à la sauce soja. J'ai décidé de les chasser dès que j'en voyais. Plus tard, nous avons été attaqués par des voleurs près de la ville de Puta, ce qui nous a permis de tester l'effet d'étourdissement léger de mes épées magiques artisanales. Comme ce serait pénible de les emporter, nous les avons simplement attachés à l'arbre le plus proche. Comme nous n'étions pas loin de la ville, je me suis dit que nous pourrions simplement demander aux gardes de les récupérer. La ville de Puta apparut au-delà des arbres. Elle était coincée entre deux montagnes, le château du connétable étant construit sur le versant de la montagne occidentale. Il y avait une mine de mithril sur la montagne à l'est, où l'on extrayait maintenant de petites quantités d'étain et de plomb. La population était légèrement inférieure à la moyenne par ici, avec un peu plus d'hommes-bêtes, comme les hommes lézards et les hommes rats, que d'humains. Les seuls nobles présents en ville étaient la famille du connétable baronnet Poton et le marquis d'Assarès, alias le noble pyromane du royaume de Makiwa, et son escouade. D'après les informations recueillies auprès des villages voisins,
La ville de Puta était réputée pour être un lieu de rassemblement des chasseurs de monstres. Si des demi-gobelins ou autres monstres étaient aperçus errant près des villages, la ville engageait les chasseurs de monstres pour les exterminer. C'était crucial, car le connétable refusait d'agir avant que de graves dommages ne soient causés. En y réfléchissant, j'ai consulté la carte et découvert des dizaines de nids de demi-gobelins dans les forêts avoisinantes, tous les kilomètres environ. La plupart étaient de petits nids comptant moins de 10 demi-gobelins. Dès que leur nombre devenait trop important, ils étaient la proie d'autres monstres ou exterminés par les chasseurs de monstres. Il n'y avait donc pas de grandes colonies comme dans la baronnie de Munno. Même maintenant, une dizaine de groupes de chasseurs de monstres rôdaient dans les forêts à la recherche de demi-gobelins. L'un d'eux revenait justement à Puta et se disputait sous nos yeux. Franchement, ce monde avait bien trop de problèmes. 4 femmes et un jeune homme se disputaient devant la porte. Comme je l'ai dit, je ne peux pas payer le droit d'entrée si vous ne me payez pas d'avance. Pourquoi devrions-nous faire une chose pareille? Exactement, vous avez dit que vous seriez utile si on vous emmenait, mais vous n'avez rien fait pour nous jusqu'à présent. Vous ne pouvez même pas porter nos bagages, et vous buvez toute notre eau. Pire encore, vous avez découpé le renard de feu qu'on avait tant travaillé à abattre et vous avez abîmé son pelage. Les femmes ont rejeté avec mépris le garçon, qui n'avait qu'un bras. Elles le voyaient clairement comme un fardeau, mais il refusait de céder. J'admirais son courage. Kenna, attends une seconde. Quoi? L'Hogarde, qui était resté planté là comme si de rien n'était, s'adressa à la chef des femmes. Un renard de feu, tu as dit? Tu es allé jusqu'à la vallée brisée? Feu, bien sûr que non. Si on allait dans un endroit comme ça, c'est nous qui serions traqués. Alors où? On l'a trouvé à notre emplacement habituel, dans les montagnes jumelles. Vraiment? Je ne reconnaissais pas les noms des lieux, mais visiblement, quelque chose clochait avec l'emplacement de ce monstre. Ouais, on a vu un gobelin qui utilisait la magie du feu aussi. C'était dingue, c'était dans les montagnes jumelles aussi. Ouais, c'est ça, j'en interprétais peut-être trop, mais je me demandais si tout ça n'était pas dû à la canne écarlate du noble pyromane qui attirait les monstres de feu. Je n'étais pas sûr de la portée ni des conditions de la malédiction, mais quelqu'un pourrait ravager une capitale ennemie avec un objet comme celui-là. Cependant, il semblait que j'étais le seul à avoir cette théorie. Les gardes étaient simplement déconcertés par l'activité inhabituelle des monstres. Les chasseuses de monstres firent signe aux gardes et commencèrent à franchir les portes, mais le garçon se précipita pour les arrêter. On n'avait pas fini de parler. Bien, venez au bar à côté de la boutique de l'acheteur avant le coucher du soleil aujourd'hui. Si vous venez, on vous donne 3 sous pour les 6 jours, comme promis. Attendez une minute, j'ai vaincu 4 gobelins aussi. Tu me dois 4 pièces de plus pour la commission. Tiens, espèce de petit. Tu as juste porté le coup fatal à des gobelins qu'on avait presque fini, hein? Tu as du culot de vouloir une récompense pour ça. Espèce de sale gosse. Ça veut quand même dire que je les ai vaincus. La grande chef des femmes haussa les épaules avec mépris. D'accord, mais tu n'as pas tué ces 4-là toute seule, alors tu as la moitié de la commission. Ça fait 2 sous de plus. Assure-toi juste d'arriver au bar avant la fin de la journée. Les femmes ricanèrent en voyant le sourire soulagé du garçon. Dépêche-toi, sinon on va tout dépenser en alcool. Bon, on va parier si on peut tout boire avant que le gamin n'arrive. Super idée, je parie une grosse pièce de sous sur oui. Moi aussi, 5 sous sur le fait de tout boire. Allez, misez gros. Il plaisantait probablement, mais j'avais le sentiment que ça deviendrait réalité s'il buvait assez longtemps. Le garçon semblait avoir la même intuition, tandis qu'il s'empressait de négocier avec le gardien. Vous les avez entendus, n'est-ce pas? Laissez-moi passer maintenant et je vous promets de revenir payer plus tard. Si je croyais tout ce que vous dites, bande de chasseurs, je ne serais pas digne d'être gardien. Pourquoi n'irais-tu pas chasser du gibier pour payer en nature avant le coucher du soleil? Comment suis-je censé attraper une bête sans outils pour poser des pièges? Bon, alors, abandonne. On peut payer en nature ici? Je l'ignorais. Voyant notre voiture approcher, le garde poussa le garçon sur le côté. Le gamin tenta de foncer dans la ville pendant que le garde était distrait, mais le second garde tendit le pied et le fit trébucher facilement. Bienvenue à Puta. Je ne t'ai jamais vu par ici. Êtes-vous un colporteur? Non, nous passons juste par là. J'ai montré mon plateau d'argent au gardien comme je portais une simple robe au lieu des vêtements plus élégants que je portais dans l'ancienne capitale, il n'a pas semblé me reconnaître comme un noble. Mes sincères excuses. Alors, vous êtes un noble, monsieur? Je regrette d'être impoli, sire noble, mais avez-vous dit que vous étiez en voyage? Cette ville est presque le terminus, vous savez. Alors, où allez-vous exactement? Vous prévoyez de traverser les montagnes pour voler des œufs de viverne, ou quelque chose comme ça? Arrête, Jits. Le gardien B devait faire référence aux 3 nids de viverne environ de l'autre côté des montagnes du Dragon Noir, pas à ceux de la chaîne de montagnes elle-même.
J'avais nettoyé ces derniers la nuit dernière pour assurer la sécurité de mon groupe, mais je n'avais trouvé aucun œuf de viverne. Les œufs de viverne sont-ils bons à manger? Vraiment bons, probablement. De toute façon, ils se vendent cher. Si vous les apportez à la capitale royale ou au royaume de Siruga, de l'autre côté des montagnes, la rumeur court que vous pouvez les échanger contre leur poids en or. On dit que les rejetons sont élevés comme monture pour la cavalerie du dragon volant. Si un œuf pesait plus d'une livre, cela équivalait à environ 140 pièces d'or. Plutôt impressionnant, puisque c'était à peu près le prix d'une seule épée magique. Mais l'œuf de viverne à la sombre vente aux enchères de Muraas s'est vendu moins cher, alors ils ont probablement exagéré. D'après les informations que j'ai obtenues dans l'ancienne capitale, le royaume de Siruga était proche des montagnes du Dragon Noir, avec le royaume de Makiwa au nord-est. Le royaume de Lumork, patrie de la princesse Ménéa, était plus au nord, séparé par deux petits pays. D'ailleurs, notre destination, la forêt de Bolénan, se trouvait juste au-delà des montagnes du Dragon Noir, au sud. Alors que je me remémorais mentalement ma géographie, le garçon de tout à l'heure prit la parole. « Eh, monsieur Noble, silence, vous !» Le gardien B réduisit rapidement le garçon au silence d'un coup de lance. Je ne pensais pas que ce fût nécessaire, mais je suppose qu'il était logique d'être aussi sévère. Un autre noble pourrait exiger une punition plus sévère pour un roturier qui lui parlerait hors de son tour. C'est bon, qu'y a-t-il, jeune homme? Je fis signe au gardien B et m'adressai au garçon, toujours étendu au sol. Monsieur le noble, j'ai besoin de votre aide pour entrer en ville. Prêtez-moi une pièce de cuivre. Je vous promets de vous la rembourser. Parlez un peu plus formellement, s'il vous plaît. Je ne connais pas tout ce langage sophistiqué. Monsieur, n'est-il pas assez formel? Pourtant, s'il m'empruntait une pièce et me la remboursait, ne se retrouverait-il pas avec seulement 4 pièces de cuivre? Bien sûr, je vous la prête. Vraiment? Sire Chevalier, ce gamin est un chasseur de monstres, vous savez. Ils n'ont jamais assez d'argent pour tenir le lendemain. Il ne vous remboursera jamais. Et, ne t'en mêle pas, d'accord? Il a déjà dit qu'il me le prêterait. Je te jure que je le rembourserai. Le garçon s'est extirpé de sous les pieds du gardien B, alors je lui ai tendu le cuivre. L'odeur qui émanait de lui était assez forte. Peut-être qu'il ne s'était pas lavé depuis longtemps? Non, je sentais aussi l'odeur du sang et des entrailles de gobelin. Le garçon m'arracha presque la pièce des mains, puis la tendit au gardien B. Oh, monsieur Noble, si vous ne savez pas encore où vous logez, vous devriez aller à l'auberge près de la porte. C'est assez cher, mais la cuisine y est réputée pour être excellente. Le garçon fit un grand signe de la main en remontant la rue principale en courant. Que faire des regards désapprobateurs que ces gardes me lançaient? Sire Chevalier, la gentillesse est une vertu, mais il y a plein de gens qui abusent de vous, Sans un mot de remerciement, vous savez? Bon, ça suffit, n'insultez pas monsieur, ce n'est rien, merci de votre sollicitude. Il semblait effectivement inquiet pour moi, alors je le remerciai d'un signe de tête. Alors que Lulu commençait à déplacer la voiture, le gardien a pris la parole comme s'il venait de se souvenir de quelque chose. Monsieur, un noble originaire d'un pays plutôt troublé séjourne actuellement chez notre connétable, le baronnet Poton. Veuillez vous méfier de lui. De toute évidence, le pyromane manigançait déjà des méfaits dans la ville de Puta. J'ai donné 2 grosses pièces de cuivre au sympathique gardien en guise de remerciement, puis j'ai demandé quelques précisions. Ce noble s'appelle le marquis Loïd d'Assares du royaume de Makiwa. Il pose des questions et met le feu aux choses si la réponse ne lui plaît pas, croyez-moi. Le gardien B l'interrompit soudain pour donner sa propre explication. Le pyromane avait commencé à menacer les gens avec la magie du feu tout en posant des questions sur les hommes bêtes. Je suis surpris que le seigneur soit prêt à le permettre. Il a le soutien du comte Bobino, voyez-vous. Le comte Bobino était un ancien noble, qui avait perdu son prestige lorsqu'on a découvert qu'il soutenait le culte des ailes de la liberté, un seigneur démon vénérant. D'après ce que j'avais entendu, il n'avait pas été rétrogradé, mais démis de ses fonctions et serait bientôt remplacé à la tête de sa famille. Cependant, d'après les informations de Tolma, le baronnet Poton était du côté du marquis Loïd, et non du comte Bobino. J'ai donc demandé des précisions. C'est une question de pot de vin, vous voyez. Chut, Jits, a réprimandé le gardien à « Mes excuses, messire chevalier. Ce ne sont que des rumeurs. Oui, mais il a soudainement obtenu tout ce pouvoir il y a 6 mois, et il rapporte des boîtes à l'effigie de Bobino que nous n'avons pas le droit d'inspecter. Il doit faire de la contrebande pour quelqu'un, non? Cette information m'inquiétait, alors j'ai vérifié à nouveau, mais ni le baronnet Poton ni le noble pyromane n'étaient membres des ailes de la liberté. Ils étaient probablement plutôt des collaborateurs qui leur fournissaient argent et logement. Je préférais que les choses restent calmes, mais si des ennuis survenaient avec le noble pyromane ou le baronnet, je pourrais probablement les régler en mentionnant les pots de vin ou en leur montrant la dague à crête que j'avais reçue du marquis Loïd. Soit dit en passant, si cela durait depuis 6 mois,
C'était parce que le dragon noir que j'avais chassé avec Ayato et compagnie bloquait la route principale. Merci, j'éviterai absolument de m'impliquer avec le baronnet Poton ou sœur d'Assarès. Je leur donnai une pièce d'argent à chacun en guise de remerciement supplémentaire. Malheureusement, en tant que noble moi-même, il serait impoli de ne pas saluer les nobles locaux. Le mieux que je pouvais faire était de faire une présentation minimale pour remplir mon devoir, puis de les éviter autant que possible. Sachant qu'ils recevaient le noble pyromane, je décidai de marquer le baronnet Poton. Avant de quitter la porte, je signalai également les voleurs que nous avions laissés attachés à un arbre et la malédiction sur la canne cramoisie du noble pyromane. Puis je fis conduire Lulu en calèche jusqu'à l'auberge près du portail. Bienvenue dans notre auberge du portail. Alors que nous entrions dans la cour, une jeune fille, qui semblait être une servante, accourut. Je laissai Lulu et les autres avec la calèche et la suivis dans l'auberge, n'emmenant qu'Arisa. Dès qu'il me vit, le propriétaire de l'auberge sembla avoir découvert la poule aux œufs d'or. C'était étrange, car je ne portais pas de vêtements particulièrement coûteux ce jour-là. Quel plaisir, jeune maître. Nous avons justement une excellente chambre de libre pour vous. L'homme se frotta les mains velues en me conduisant vers la chambre la plus chère. C'était en fait un bâtiment indépendant de 3 étages, le rez-de-chaussée servant d'entrepôt pouvant accueillir la calèche, les chevaux et tout le reste. Il y avait aussi une salle de bain à cet étage, mais il n'y avait qu'une petite baignoire, probablement sans eau chaude. Comme l'eau était longue à bouillir, le propriétaire nous a demandé d'éviter de nous baigner pendant les repas. Nous étions autorisés à utiliser l'eau du canal d'irrigation pour tout sauf pour la boire, mais j'avais un peu peur qu'elle se mélange aux eaux usées. Eh bien, ce serait acceptable, à condition de la nettoyer d'abord à l'eau pure. À cause de son éloignement, cette ville n'est pas des plus ordonnées. L'aubergiste m'a dit qu'il valait mieux payer un supplément pour engager une sentinelle de nuit afin d'empêcher les vols. La pension coûtait 1 pièce d'argent par nuit, et la sentinelle coûtait 2 pièces de cuivre supplémentaires. J'ai décidé de payer la sentinelle pour dormir tranquillement. La sentinelle était gratuite si on restait plus de 5 jours, mais je n'avais pas l'intention de rester longtemps ici, alors j'ai juste payé 2 nuits à l'avance. Tant qu'à faire, j'ai demandé à l'aubergiste d'envoyer une lettre demandant un rendez-vous avec le baronnet Poton. J'y ai joint la lettre que j'avais reçue du marquis Lloyd. Waouh, c'est donc ici que loge le noble, hein? Un chasseur qui ressemblait à un chef de la mafia est entré d'un pas fanfaron dans la cour de l'auberge, un grand sac à la main. Il en a étalé le contenu, qui semblait être des morceaux de venaison, sur un torchon. Oh là là, une sacrée proie pour toi, mon pote. Ouais, ça fait une éternité que je n'ai pas fait une telle prise. Qu'en penses-tu, jeune noble? C'est bon à croquer. Sauf qu'il n'y a pas d'entrailles, parce que je les ai mangées le jour même. Ah, le chasseur, ricanant, semblait être venu vendre sa venaison. Il en demandait 2 pièces d'argent, moins de la moitié du prix pratiqué dans la vieille capitale. Il ne devait pas être un très bon homme d'affaires pour se lancer à un prix inférieur à la valeur marchande. C'était un peu suspect qu'il soit déjà au courant pour moi, mais il venait probablement de l'apprendre des gardes en rentrant en ville. Notre immeuble n'avait pas de cuisine, alors j'ai acheté la viande et confié la préparation au chef de l'auberge. Il me faudrait au moins quelques heures avant de recevoir une réponse à ma lettre, alors nous avons décidé de nous habiller et d'explorer la ville. Nous avons rangé nos objets de valeur dans la réserve et le sac du garage, ce qui nous a permis de sortir ensemble sans problème. J'ai pensé à porter quelque chose de plus simple, mais j'ai décidé que ce serait sans doute plus facile si j'avais l'air d'un noble, alors j'ai gardé la même tenue. Où allons-nous, monsieur? Tama et Pochi levèrent les yeux vers moi, main dans la main. Au port. J'ai entendu dire qu'ils y vendent des fruits rares. Amusant. Mia retira sa flûte en paille le temps d'exprimer son approbation. C'était une petite ville, donc il n'y avait qu'une dizaine de minutes à pied jusqu'à la jetée. D'après l'aubergiste, il n'y avait pas de marché officiel, mais quelques charrettes et étals vendaient nourriture et boissons aux marins. En marchant sur le chemin de terre, j'ai observé les bâtiments clairsemés de chaque côté. Comme la région était très chaude et humide, il y avait beaucoup de maisons de plain-pied bien aérées. Tout était surélevé d'environ 30 cm, mais pas sur pilotis comme une maison de plage. Les gens dans la rue étaient tous assez légèrement vêtus, beaucoup portant des jupes courtes. Les femmes d'une vingtaine d'années ou plus portaient généralement des jupes plus longues, mais jamais assez longues pour couvrir les chevilles. Pour les mineurs, les jupes qui s'arrêtaient juste au-dessus du genou semblaient être à la mode. Peu m'importe, mais beaucoup d'hommes portaient des chemises ouvertes ou étaient torse nu. Et la plupart des enfants en âge d'aller à l'école primaire portaient des chemises qui n'arrivaient pas tout à fait au nombril. Il semblait que ce soit plus une question de vêtements trop petits qu'une question de mode. Parmi les enfants trop jeunes pour l'école, environ la moitié portaient des chemises amples, beaucoup trop grandes pour eux, mais l'autre moitié était pratiquement nue. Ceux-ci portaient des pagnes et couraient joyeusement pieds nus. C'était peut-être de l'ignorance de ma part, mais j'appréciais plutôt l'atmosphère tropicale.
Maître, il y a beaucoup de larves ici. Nous devons les adopter immédiatement, je vous le conseille. Ouais, non, j'ai balayé d'un revers de main l'appel impassible mais ardent de Nana. Les jeunes hommes rats et hommes lézards qui couraient innocemment dans la ville avaient clairement éveillé l'instinct protecteur de Nana. Notre destination est en vue, maître, annonça Lisa, en tête du groupe. Des marchands ambulants étaient rassemblés dans les rues et à l'entrée des entrepôts, leurs marchandises étalées sur des nattes au sol. Pas beaucoup de vendeurs ici, dans la campagne, hein? Arisa, tais-toi. Je réprimandai Arisa pour son impolitesse avant de m'approcher du vendeur le plus proche. La natte était tapissée de paniers remplis de fruits, des melons miniatures aux agrumes en passant par des poires couleur pêche. Grâce à une recherche sur la carte, je déterminai que ces fruits poussaient naturellement dans les forêts voisines. Qu'en dites-vous? Ils ne coûtent qu'1 centime pièce. Je les ai cueillis dans la forêt, alors ils sont frais et savoureux. Zut, c'est pas cher. J'en ai acheté beaucoup pour pouvoir partager avec tout le monde. Certains n'étaient pas encore mûrs, mais le melon était vraiment délicieux, avec un goût de pastèque moins sucré. Miam? Tellement croustillant, monsieur. Miam. Tama, Pochi et Mia étaient particulièrement fans. J'aimerais que ce soit un peu plus sucré. Vraiment? Je le trouve plus sucré que les melons Cuvork que tu aimais tant, Arisa. Eh bien, il n'y avait presque rien de sucré dans ce pays. Arisa et Lulu se souvinrent en croquant le melon. Ce fruit a un croquant plutôt agréable. Excusez-moi, mademoiselle. On est censé le couper et le manger, vous savez. Ne me blâmez pas si vous vous cassez une dent. Le fruit que mangeait Lisa avait la taille d'une balle de baseball, avec une enveloppe semblable à celle d'un fruit de palmier. Il sentait bon, alors j'en ai ouvert un pour goûter. Un jus blanc laiteux en coulait, alors je l'ai avalé précipitamment. C'était comme un yaourt liquide, avec une texture gluante mais un arrière-goût agréable. Je suis impressionné que tu aies réussi à casser ce fruit perlé sans couteau, jeune homme. Tu es chevalier, ou quelque chose comme ça, peut-être? Le commerçant surpris me tendit une cuillère en bois pour déguster la chair du fruit. Contrairement au jus qui le précédait, cette portion était dense et collante. C'est bon, monsieur? Envie d'y goûter? Ah, monsieur. Commençant par Pochi, je fis goûter le fruit à tout le monde. Après un premier tour, je me tournai vers Nana, la seule qui semblait préoccupée par autre chose. Vous n'en voulez pas, Nana? Maître, j'ai localisé l'unité criminelle qui a attaqué les larves, je vous le signale. Nana désigna le port. Il y avait un homme tigre blanc. Il semblait avoir un différend avec un marchand. Je ne voyais aucun enfant aux alentours, alors à en juger par la réaction de Nana, elle dut l'identifier comme l'homme tigre qui avait chassé les enfants phoques de l'ancienne capitale. Permission d'anéantir immédiatement. Non, Nana. Il s'agissait d'un malheureux accident, et un cheval fou l'avait piétiné peu après, il avait donc déjà été suffisamment puni. Ce serait ridicule de le frapper maintenant. S'il vous plaît, je vous l'ai dit, nous n'en avons plus en stock. Mon don d'ouïe fine capta la conversation entre l'homme tigre blanc et le marchand. La prononciation de l'homme tigre blanc était difficile à comprendre, alors je m'adaptais mentalement pour compenser. J'ai juste besoin d'un remède pour les brûlures. Ce n'est pas forcément une potion. J'ai vendu mon dernier baume hier. Alors dites-moi qui l'a acheté. Je vais m'en faire donner. Pas question, je ne peux pas vous laisser harceler mes clients habituels. L'homme tigre s'accrochait désespérément au vendeur sec. Apparemment, il n'y avait aucune boutique d'alchimie ou de magie en ville. Un peu inquiet, je cherchais des hommes tigres blancs sur la carte. Il y en avait 2 avec des brûlures dans le coin. C'était le couple de la vente aux enchères noires, la princesse tigresse blanche Lunia et le chevalier Gargaolon. La première était dans un état de brûlure normale, mais le second était dans un état de brûlure grave. Bon sang, vous là-bas, ce n'est pas pour vous amuser. Quand son regard croisa le mien, l'homme tigre hurla de colère. Maître, la cible a mené une action hostile. Début de l'annihilation. Je vous l'avais dit. Non. Nana essaya d'avancer, alors je la saisis par l'épaule. Veuillez reconsidérer votre décision. Je dois venger les larves d'hommes phoques, je vous en supplie. Oh, ils ne sont pas morts. Ils courent dans le centre-ville de la vieille capitale. Homme phoque? L'homme tigre blanc fronça les sourcils un instant, puis laissa échapper un hoquet de reconnaissance. Attendez, ces enfants sont-ils morts? Non, on les a soignés rapidement, alors ils vont bien maintenant. Je vois, j'ai été assommé par ce cheval fou, alors je m'inquiète pour ces enfants depuis. L'homme tigre blanc soupira de soulagement. Son visage était effrayant, mais il semblait être quelqu'un de bien au fond. Connaissez-vous tous ces enfants? Je suis vraiment désolé. J'aurais voulu aller leur présenter mes excuses, mais je n'ai pas pu. Veuillez me pardonner. L'homme tigre se roula sur le dos devant nous en signe de soumission. J'étais un peu tenté de lui caresser le ventre, mais c'était probablement la façon dont son peuple exprimait sa plus grande pénitence, alors je ne voulais pas me moquer de lui. Je vous pardonne, je le déclare. Nana hocha la tête, alors je tendis la main à l'homme pour l'aider à se relever. Je n'avais pas l'intention d'exiger des excuses,
alors je changeais de sujet en lui demandant indirectement de quel médicament il avait besoin. Mes camarades sont à l'article de la mort à cause de leurs brûlures. Des brûlures? Oui, frère Gare et la jeune demoiselle ont essayé de sauver des gens d'un incendie. Il n'y avait aucune autre femme tigresse blanche sur ma carte, à part la princesse Lunia, donc elle devait être la jeune demoiselle. Des potions de moindre qualité feraient l'affaire? J'en ai assez. Vraiment? Bien sûr. J'ai aussi des baumes pour les brûlures, si tu veux. Merci, je te suis redevable. Je lui donnai 5 potions diluées et des baumes pour les brûlures. Je savais que ça marcherait, grâce au village où je les avais distribués en chemin. L'homme m'a glissé 3 pièces d'or dans la main pour le médicament et a filé vers la montagne où se trouvait le site minier. Il était suivi par un homme d'une guilde criminelle possédant la compétence « espion ». Comme pour bloquer l'espion, 2 chasseurs de monstres ont commencé à se battre dans la rue. Je te le dis, Norma est ma femme. Épouse plutôt Gonzo, mais c'est un homme. Ah, c'était donc intentionnel. Il se chamaillait délibérément sur le chemin du criminel. Une fois l'homme tigre blanc éloigné, l'espion a finalement réussi à les dépasser. Peu après, les 2 chasseurs de monstres ont échangé un regard, ont souri et sont retournés au bar, bras dessus bras dessous. Apparemment, l'homme tigre blanc devait recevoir le soutien des chasseurs de monstres de la ville. Satou, Mia a tiré sur le bas de ma robe. Qu'est-ce que c'est? Acheté. Mia a pointé du doigt un cheval blanc attaché derrière la boutique. Un cheval? Licorne. En y regardant de plus près, j'ai remarqué une petite marque sur le front du cheval, là où une corne avait été coupée. Je me souvenais avoir vu une corne de licorne en vente aux enchères dans le quartier du marché noir de Muraas. Ce n'était probablement pas la même licorne, mais c'était bel et bien une victime. Tu veux acheter la sans corne? Cette bête a un sale caractère, tu sais. Je ne sais pas à quoi elle te servirait. Le prix proposé par le marchand n'était pas supérieur au prix d'un âne, alors j'ai accepté. Tu peux la monter? Mia a facilement sauté sur son dos nu. La licorne sans corne ne semblait pas avoir d'objection à se laisser monter par Mia. Eh bien, je serais damné. Je n'aurais jamais cru voir cette bête se laisser monter par quelqu'un. Le marchand avait l'air plutôt renfrogné, alors je lui ai acheté un tas de fruits et de légumes au paprika et je les ai fait livrer à notre logement. Quand j'ai terminé mes affaires et quitté le comptoir, un jeune homme inconnu se tenait à côté de moi. C'était un jeune homme humain au teint hâlé et au physique d'ouvrier. Maître, cette personne prétend vouloir vous acheter des potions. S'il vous plaît, pourriez-vous me vendre des remèdes contre les brûlures? Je paierais n'importe quel prix. Ce devait être pour une autre victime de ce noble pyromane. J'ai demandé au jeune homme ce qui s'était passé, et il m'a répondu que sa sœur aînée avait été grièvement brûlée en tentant d'aider un enfant homme-bête. De plus, il s'est avéré que le soi-disant protecteur de la paix, le baronnet Poton, jetait les gens en prison lorsqu'il portait plainte contre la violence incontrôlée du noble. La frustration des habitants atteignait son paroxysme. Je n'avais aucune obligation de nettoyer les dégâts causés par le baronnet Poton et le noble pyromane, mais Tama et Pochi me regardaient avec des yeux qui disaient « à l'aide ». J'ai donc cédé et accédé à la requête du jeune homme. Je pouvais lui donner autant de potions qu'il le souhaitait, mais je lui ai dit que la prescription pourrait varier selon la gravité des brûlures, et je lui ai demandé de m'emmener chez lui. Les potions magiques coûtaient cher aux familles modestes, alors je voulais m'assurer qu'elles parviennent bien à tous ceux qui en avaient besoin. Sœurette, j'ai amené un médecin. La voix qui répondit au garçon ressemblait à celle d'un vieil homme enroué. Mais d'après les informations trouvées sur ma carte, je supposais que sa sœur était une jeune femme célibataire de 22 ans. Pas que le célibataire ait eu d'importance. Absolument pas. J'ai fait attendre mon groupe dans la pièce près de l'entrée pendant que je suivais le garçon dans l'arrière-salle. C'est terrible. La peau de la fille était brûlée de l'épaule droite jusqu'au bas du visage. Le garçon a envoyé les plus jeunes enfants qui veillaient sur sa sœur endormie dans l'autre pièce pour jouer avec Tama et Pochi, me libérant ainsi une place. Les brûlures étaient graves par endroits, mais mes potions diluées devraient pouvoir les guérir sans laisser de traces. Avaler semblait douloureux, alors j'ai utilisé une tasse d'alimentation pour lui verser la potion au fond de la gorge. Puis j'ai utilisé les produits contrôle liquide et transparence du menu magique pour éviter que la potion ne descende dans sa trachée. Oh! Debout à côté de moi, le jeune homme halta. Je comprenais la sensation. J'avais beau le voir à maintes reprises, observer les effets rapides d'une potion magique me donnait la nausée. Même les zones où le tissu musculaire était visible se transformaient en peau rose fraîche. Les potions de guérison n'ayant aucun effet sur l'épuisement physique, je lui ai également administré un complément alimentaire hypercalorique que j'avais formulé pour les patients gravement malades du château de Muno. Ainsi, elle devrait être rétablie au matin. Ces compléments alimentaires étaient fabriqués à partir de fruits de gabo et d'orangers dorés de l'arbre de montagne, leur coût de fabrication était donc incroyablement bas. Et j'en avais produit en masse au château de Muno, j'en avais donc plusieurs barils à offrir. Merci, docteur,
Je rassemblerai les fonds nécessaires pour les médicaments, coûte que coûte. Ah, attendez une minute. Le jeune homme semblait sur le point de s'élancer hors de la maison, mais je l'ai arrêté et lui ai demandé s'il pouvait me montrer où le noble pyromane s'était déchaîné pour me payer. C'est horrible, et même mauvais. Devant nos yeux se trouvait une rangée de 3 maisons complètement incendiées. Plusieurs hommes bêtes gisaient sur des planches à l'ombre des ruines des maisons. Que nous voulez-vous, les humains? À notre approche, les hommes bêtes qui soignaient leurs blessés se sont hérissés. Un homme singe, qui semblait être un chasseur de monstres, a bloqué le passage du jeune homme. Attendez, je suis le petit frère d'Yona. J'ai amené un médecin. Bon, je me suis dit que vous me disiez quelque chose. Eh bien, oubliez-nous. Demandez-lui de soigner Yona. Ces types ne s'en sortiront pas. Même en nous vendant, on n'aurait pas les moyens de leur acheter des médicaments. J'avais oublié le prix des potions en magasin, car je les préparais moi-même depuis un moment. La raison de ce prix élevé était le coût des noyaux de monstres. Sans un niveau de compétence, transmutation, élevé comme le mien, il était impossible de fabriquer des potions avec autre chose que des noyaux de haute qualité. À en juger par le niveau des chasseurs de monstres de cette ville, leur principale proie était probablement les demi-gobelins, qui ne produisaient pas de noyaux d'assez bonne qualité pour fabriquer des potions. Et, vous, je jetai un coup d'œil aux hommes bêtes étendus pour voir dans quel état ils étaient. Leur brûlure était bien pire que celle de mademoiselle Yona. Leur seul soulagement semblait être les grandes feuilles enroulées autour des brûlures les plus graves. Et, arrête de les fixer. Ne sois pas impoli avec le docteur. Il fallut un peu de discussion entre l'homme singe et le jeune garçon, mais ils finirent par me laisser soigner les enfants et les anciens cachés à l'intérieur. Personnellement, je n'avais aucun problème à les laisser tranquilles s'ils refusaient le traitement, mais le jeune homme était si désespéré que je finis par jouer le rôle du pharmacien au cœur tendre. Merci, monsieur, je n'aurais jamais pensé bouger cette main à nouveau. C'est grâce à vous, docteur. Merci, monsieur. Les personnes que j'ai soignées, leurs familles, et même des personnes qui semblaient totalement étrangères à moi, sont venues me remercier. Certains hommes bêtes étaient difficiles à comprendre à cause de la structure de leur bouche, alors je me suis adapté mentalement comme avec l'homme tigre blanc. Désolé d'avoir douté de vous, docteur. C'est juste notre nourriture pour les pauvres, mais je veux que vous la preniez. L'homme singe, distant, qui avait disparu depuis un moment, est revenu me proposer une corbeille de fruits rouges. Tiens, tu lui donnes des fruits rouges? Attention, gamin, on a un vieux dicton, un fruit rouge par jour éloigne le médecin. Il pourrait peut-être en faire un remède, non? Comme chien et chat, le garçon et l'homme singe recommencèrent. Mais je n'utiliserai jamais ce fruit rouge comme médicament. Merci beaucoup. Pour lui témoigner ma gratitude, j'en ai pris un dans le panier et j'en ai pris une grosse bouchée. Il était un peu trop mûr, mais encore juteux et délicieux. Je n'en avais pas goûté depuis longtemps. Moi aussi, j'en veux un. Bien sûr. Arisa s'est précipitée vers moi et m'a tendu la main, alors je lui en ai tendu un. Vous voulez goûter aussi? Oui, bien sûr, monsieur. J'en ai tendu un à Tama et un à Pochi. Monsieur, je préfère la viande, monsieur. Ils mordirent tous les deux dans les fruits avec avidité, mais leurs visages se crispèrent en mâchant leur première bouchée de tomates. Ils n'apprécièrent sans doute pas l'étrange texture gélatineuse à l'intérieur. Arisa, quant à elle, grignotait joyeusement. Un peu trop mûr peut-être, mais ça fait tellement longtemps. Terminé? C'est pas bon de gaspiller de la nourriture, monsieur. Très bien, vous deux. Tama et Pochi réussirent quand même à manger le reste de leurs tomates, alors je leur caressais la tête et les félicitais. Les autres enfants semblaient intéressés aussi, mais hésitaient en voyant les réactions de Tama et Pochi. Lulu fut la seule à trouver le courage d'essayer, même si, à en juger par son expression, elle n'aimait pas beaucoup non plus. Les tomates sont une spécialité de Puta? Des tomates? Si tu parles de fruits rouges, les seuls villages qui en cultivent sont le nôtre et quelques tribus d'oiseaux. Grâce à une recherche sur la carte, j'ai confirmé que seuls 3 villages les cultivaient, mais ils poussaient à l'état sauvage en grand nombre le long des montagnes au sud. La femme singe que j'avais soignée s'est avérée être la sœur de l'homme, venue de leur village natal pour se marier ici. Ce sont les seuls fruits rouges que vous avez? J'aimerais en acheter d'autres, si vous en avez. On n'a pas besoin de votre argent, Doc. Si on peut ne serait-ce qu'un peu vous rembourser avec ça, je vous en donnerai autant que vous voulez. Mais le visage de l'homme singe s'est assombri. Mais ce sont les seuls assez mûrs pour être mangés. Les autres ont encore besoin de temps. J'en voulais des moins mûrs, alors je lui ai demandé de les livrer à notre auberge. Bien sûr, je vais les cueillir tout de suite. Sur ce, l'homme singe s'en alla précipitamment. Je ne voulais pas leur prendre toute leur nourriture, alors j'envoyai un jeune homme singe à sa poursuite pour lui dire que la moitié suffirait. L'homme avait dit qu'il n'avait pas besoin d'argent, mais je m'inquiétais de leurs moyens, alors je décidai de les payer au prix du marché. Maintenant, je pouvais préparer du ketchup, de la sauce tomate, du riz pour omelette pour les enfants, et peut-être même un ragoût de baleine. Mais tout ça pouvait attendre. Plus important encore, des pizzas.
Je pouvais en faire. J'avais plus de 20 fromages différents, offerts par les nobles de la vieille capitale, et en grande quantité. Et pour la garniture, j'avais toutes sortes de légumes, de viande et de fruits de mer en stock. Faire un four à pizza en plein centre-ville serait un peu trop voyant, il faudrait donc attendre notre départ. Mais je pouvais commencer à préparer ma sauce tomate en attendant. Y est-il? Maître a l'air content, alors Pochi l'est aussi, monsieur. Tama et Pochi, accrochés à mes jambes, se blottirent joyeusement contre moi. Oups, j'étais tellement enthousiaste à l'idée de préparer des plats à base de tomates que mon talent, poker face, a dû craquer. C'était le pouvoir des tomates. M'éclaircissant la gorge et effaçant mon sourire, je remerciais les hommes bêtes, peut-être avec un peu trop d'enthousiasme, avant de retourner à l'auberge. Êtes-vous Sir Pendragon? Je le suis. Enchanté de vous rencontrer, baronnet Poton. J'ai fait attendre tout le monde sur un terrain vague à proximité pendant que je retournais seul à l'auberge. C'était parce que j'avais repéré que le baronnet Poton venait de faire une entrée remarquée à l'auberge, accompagné d'une dizaine de gardes. C'était un homme d'âge mûr, grassouillet et chauve, dont le regard errait sans cesse derrière moi. On aurait dit qu'il soupçonnait ses ennemis de surgir à tout moment par la porte de l'auberge. La lettre du marquis Lloyd m'ordonnait de vous traiter comme je traiterais le marquis lui-même. Cependant, je n'ai jamais vu le marquis avoir un associé tel que vous. Il semblait penser que la lettre était peut-être une contrefaçon. Mais il ne voulait probablement pas offenser le marquis en le lui demandant, au cas où elle serait authentique, alors il sortit pour me voir et juger par lui-même. C'est compréhensible, je n'ai le plaisir de le connaître que depuis une demi-lune environ. Je fouillai dans ma robe et en sortis la dague aux armoiries de la famille Lloyd, que je présentai au baronnet. Une dague aux armoiries du marquis Lloyd. Le baronnet Poton tenait la dague et y insufflait un pouvoir magique, et l'armoirie brillait faiblement, ornée de lettres anciennes qui devaient être la devise familiale. Je crois avoir vu une plaque gravée des mêmes mots à l'entrée de la maison du marquis. C'est vrai, le visage habituellement rougeaud de l'homme se vida. Il devait s'attendre à ce que je sois un imposteur. Pardonnez mon impolitesse, Sir Pendragon. Je vous en prie, inutile de rester dans une cabane aussi misérable. Ne viendriez-vous pas plutôt à mon château? L'aubergiste fronça les sourcils à cette remarque grossière. Mais il ne pouvait visiblement pas se plaindre à un noble devant tous ses gardes. De toute façon, je n'avais pas vraiment envie de rester sous le même toit que ce pyromane. Oh, je sais, je pourrais décliner et menacer le baronnet de faire quelque chose contre ce pyromane par la même occasion. Je suis vraiment touché par cette invitation, mais il serait peut-être dans mon intérêt de ne pas visiter le château de votre Excellence. Je fis mine de jeter un coup d'œil vers la cuisine, où l'on pouvait voir les flammes brûler sur le fourneau. L'ossaire entier rôti avait l'air délicieux. Est-ce Sir Pendragon, le marquis Lloyd vous aurait-il confié par hasard une mission secrète? Le baronnet Poton écarquilla les yeux et tenta maladroitement de me sonder. Tant mieux, il m'avait parfaitement mal compris. Non, pas du tout. Le baronnet poussa un soupir de soulagement audible. Cependant, je ne peux pas imaginer qu'il puisse voir d'un bon œil un noble étranger s'en prendre à des citoyens innocents. Tout le monde n'est pas aussi indulgent que votre Excellence. À ces mots, l'homme se figea aussi soudainement que s'il avait rouillé. S'il avait eu une queue, elle aurait été entre ses jambes. Je n'avais pas prévu d'utiliser mes relations ainsi, mais autant insister. Baronnet Poton, j'ai entendu dire que vous êtes. Je marquai une pause, le regardant droit dans les yeux. Un excellent agent de police, je suis donc certain que vous ne laisseriez jamais sciemment un noble étranger terroriser vos concitoyens. Mais bien sûr que non. Veuillez dire au marquis Lloyd que tant que moi, Porolo Poton, je vivrai, la ville de Puta sera toujours en sécurité. Le baronnet transpirait visiblement. Je n'en attendais pas moins, votre Excellence. Il se trouve que j'ai l'intention d'écrire une lettre au marquis Lloyd demain. J'espère pouvoir l'informer du travail acharné de votre Excellence. Tout à fait. Je vous remercie de votre considération, Sir Pendragon. Le baronnet Poton faillit trébucher en sortant précipitamment de l'auberge et se jeta dans la voiture qui l'emportait rapidement. J'ai peut-être été un peu trop direct, mais il semblait avoir compris mon message. Occupez-vous de ce noble pyromane d'ici demain, et je ne dirai que du bien de vous au marquis Lloyd dans mon rapport. J'espérais des résultats rapides. Si je devais intervenir davantage, cela ne ferait que faire passer le baronnet Poton pour un mauvais parti, alors cette solution était préférable pour tout le monde. C'était incroyable, monsieur Noble. Je n'ai jamais vu ce policier prétentieux avoir l'air aussi effrayé. Un garçon manchot, qui avait regardé par la porte de derrière, entra dans la pièce, de bonne humeur. C'était le chasseur de monstres qui s'était disputé aux portes. Dis donc, mon garçon, si tu cherches encore l'aumône, passe par derrière. Non, pas aujourd'hui. Je suis venu rendre l'argent que j'ai emprunté à monsieur Noble. Le garçon parut déstabilisé par la supposition de l'aubergiste. Noble, merci encore. Voici votre argent. Vous m'avez vraiment rendu service. J'acceptais le sou qu'il me tendit. Il avait dû se battre encore une fois pour obtenir sa récompense de ses femmes.
Il avait une coupure à la lèvre et un bleu apparaissait sur sa joue droite. Ce garçon devait mener une vie assez violente. Et, l'aubergiste, j'ai reçu du fric aujourd'hui. File-moi un peu de ce cerf qui a l'air délicieux. Ne sois pas stupide, ce truc n'est pas pour un novice comme toi. PFF, peu importe. Pourquoi ne prends-tu pas notre fameux poisson grillé à la sauce blanche? Ouais, ça me va. Le menu poisson grillé coûtait 2 sous. Vu ce que j'avais entendu dire sur ses revenus plus tôt, c'était probablement trop cher pour lui. Si tu dépenses autant, comment vas-tu avoir de quoi retourner en ville? Je traverserai ce pont quand j'y serai. On ne sait jamais quand on va mourir, alors il faut au moins veiller à bien manger, non? Était-il philosophe ou simplement imprudent? J'étais un peu inquiet. Pendant que nous discutions, Arisa et les autres sont revenus, nous avons donc quitté l'auberge principale pour la maison séparée où nous logions. On dirait que vous avez réglé ce problème. Ouais, pas de souci. J'ai hoché la tête. Arisa possédait les sorts de magie spatiale clairvoyance et clairaudience, elle connaissait donc toute l'histoire. J'ai expliqué la situation à tout le monde. J'espère que le gendarme fera bien son travail. Ça devrait aller, tu ne trouves pas? Il a l'air très soucieux de sa survie, et il pense que je travaille pour le marquis Lloyd. Ouais, mais ce genre de petites gens peut parfois faire des folies. Je ferai attention. Il valait probablement mieux garder le conseil d'Arisa à l'esprit. Pour éviter tout problème, j'ai décidé de me renseigner ce soir afin de pouvoir partir le lendemain. Finalement, je n'avais aucune obligation envers cette ville. Maître, je crois que le dîner est prêt. Un serviteur était venu informer Lulu que notre repas était prêt, alors nous nous sommes tous dirigés vers la salle à manger. Personne ne semblait s'opposer à ce que les filles bêtes nous rejoignent. Peut-être était-ce dû à l'incident avec le baronnet Poton plus tôt. J'ai faim, Tilde. J'ai faim, monsieur Tilde. Pochi et Tama m'ont tenu les mains en chemin et les ont balancées d'avant en arrière, entonnant leur chanson de la fin, accompagnée musicalement par Mia. Les paroles de la chanson semblaient changer à chaque fois que je l'entendais. J'avais perdu le compte du nombre de variations. On dirait qu'on est à cette table au centre. Arisa désigna une grande table au milieu de la pièce, avec 8 chaises et la nourriture déjà disposée. Le repas consistait en un simple cerf rôti entier. Apparemment, il fallait en découper un peu, ajouter de la sauce blanche dans un petit bol et le manger enroulé dans des feuilles de laitue. Il y avait aussi une assiette séparée avec des légumes vapeur et du pilaf que j'avais commandé pour Mia. La sauce blanche s'avéra être de la mayonnaise. Apparemment, il n'y en avait pas dans la vieille capitale, ce que j'avais supposé être pour des raisons de santé, mais j'étais contente de voir qu'elle existait. C'était peut-être une spécialité de la région. Cependant, cette mayonnaise-là. Waouh, c'est vraiment bon ce roulé de laitue. De la mayo? C'est de la mayo, monsieur. Oui, la mayonnaise est délicieuse, mais je pense que la viande est meilleure nature. La mayonnaise est bonne, mais... Après avoir croqué dans le wrap au chevreuil et à la mayonnaise, Lulu s'est tournée vers moi pour confirmation. Elle avait raison, la mayonnaise était extrêmement forte. Peut-être avait-il utilisé une autre huile, ou peut-être les proportions de leur mélange étaient-elles incorrectes, mais j'avais l'impression d'avoir des brûlures d'estomac avant la fin du repas. Tandis que je tapotais les joues de Mia, qui boudait en mangeant son pilaf de légumes, j'ai averti tout le monde de ne pas abuser de la mayonnaise. Monsieur, la sauce blanche ne vous plaît pas? Elle est délicieuse, merci. C'est vous qui l'avez concoctée? L'aubergiste, qui observait depuis la cuisine, s'est approché. Non, c'est un chasseur de monstres manchot qui me l'a apprise il y a 6 mois. Il m'a fait payer le prix fort pour la recette. C'était un astucieux, contrairement à ce petit idiot de conne, là-bas. Et, ne me mettez pas dans le même panier que ce type à l'air bizarre. Après avoir soigneusement nettoyé son poisson grillé jusqu'à la dernière arête, le jeune chasseur de monstres conne a fusillé l'aubergiste du regard. Avez-vous par hasard entendu le nom de cet homme? Oui, il se faisait appeler John Smith. John Smith, un pseudonyme courant sur Terre. J'ai demandé à l'aubergiste à quoi ressemblait l'homme, mais tout ce dont il se souvenait, c'était qu'il avait les cheveux noirs, l'absence de bras gauche et des traits plutôt plats. Comme il lui manquait un bras, je soupçonnais fortement qu'il s'agissait du 3e homme introuvable que le royaume de la princesse Ménéa avait invoqué. À bien y penser, il a disparu de la ville un jour. C'était un chasseur de monstres, non? Il a probablement été tué par un monstre. Je ne pense pas que cet homme aurait succombé aussi facilement. Alors qu'il discutait avec l'aubergiste, le regard de Con était fixé sur le venaison. Je me sentais mal de le laisser ronger une arête de poisson toute propre sous les yeux des filles bêtes, alors je lui ai donné une assiette de venaison enveloppée de laitue. Vous êtes sûr? Waouh, merci, vous êtes le meilleur, monsieur Noble. Le garçon l'accepta avec révérence des 2 mains, la savourant par petites bouchées prudentes. Après chaque bouchée, il marmonnait des choses comme « zut » et « délicieux ». L'observant du coin de l'œil, je me mis à savourer mon gibier. Juste à ce moment-là, Nana, qui surveillait l'entrée avec attention, se leva brusquement. Elle cacha soigneusement son front et s'appliqua du renforcement corporel,
puis fila vers la porte à une vitesse fulgurante. Puis elle revint fièrement, portant 2 bébés hommes rats sous ses bras. Les bébés se débattirent frénétiquement, mais grâce au renforcement corporel qui stimulait ses bras déjà puissants, ils n'avaient aucune chance face à Nana. Maître, j'ai pris soin de ces larves. Permission de les gaver? Attendez, pourquoi les gaver? Eh bien, tout le monde, sauf les 3 filles bêtes, avait fini de manger, et il restait encore de la nourriture, donc pas de mal. J'autorisai Nana à nourrir les enfants, et elle leur donna joyeusement à chacun une feuille de laitue au gibier. Ils semblèrent d'abord confus, mais une fois qu'ils comprirent qu'ils avaient le droit de manger, les bébés commencèrent à engloutir la nourriture comme des petits oiseaux. Il s'avéra qu'ils avaient vécu à l'orphelinat de la ville jusqu'à ce que le baronnet Poton le ferme, les laissant sans abri. Aujourd'hui, au moins, je m'assurais qu'ils puissent manger à leur faim. Je ne perdrai pas, monsieur. Urk, Pochi, de l'eau? Se sentant menacé par les nouveaux concurrents, Pochi mangea encore plus vite et finit par s'étouffer. Tama lui tendit rapidement un verre d'eau. MMPH, MRP. Les enfants hommes rats se goinfrèrent comme des hamsters, se gavant de viande et de légumes. Lisa essaya d'apprendre aux hommes rats à savourer lentement leur nourriture, et voyant Con les observer avec jalousie, je l'invitai à se joindre à nous à table. Le dîner fut assez mouvementé, mais dans l'ensemble, ce fut une soirée animée et agréable. Les montagnes du Dragon Noir? J'étais seul au bar ce soir-là, à recueillir des informations. Les vêtements nobles et raffinés étaient très présents dans cette ville, alors je me suis habillé en marchand de novice. Ce bar était réputé pour son alcool doux, la liqueur de coffre. Pour un goût si léger, il avait une forte teneur en alcool. Il se mariait parfaitement avec les amuse-gueules salées aux poissons mystères. Je suis allé au village le plus lointain, et il n'y a qu'une vieille route envahie par la végétation, tu sais. Je suis presque sûr qu'il y a un chasseur de lions spécialisé dans ce domaine. J'ai offert de l'alcool au marchand, mémorisant les informations qu'il m'avait données. N'y a-t-il pas un village pionnier au pied de ces montagnes? Non, je crois que ce village a été rasé il y a 20 ans par une énorme avalanche d'oursins terrestres. Des oursins terrestres, assez gros pour détruire un village? Ça avait l'air délicieux. J'en prendrais bien une généreuse portion avec du riz. Du thon, ce serait bien aussi. Il y avait des baleines volantes dans ce monde imaginaire, alors il devait bien y avoir des poissons volants, non? Bref, en laissant de côté ces pensées stupides, c'était à peu près tout ce que j'ai pu recueillir sur les montagnes du Dragon Noir. Mais j'ai découvert autre chose. Mec, une pièce d'argent juste pour avoir participé au siège d'une auberge? C'est dingue, ça fait combien de gobelins? Une pièce d'argent, ça fait 20 pièces de cuivre, alors. C'est beaucoup, mais ce pyromane a une horde d'adeptes, pas vrai? On va vraiment être payé? Allez, réfléchis, crétin. On volera tout ce qui a de la valeur en attaquant cette foutue auberge. On devrait vraiment attaquer un noble, alors? Et, on laissera l'incendiaire en payer le prix. Une rumeur très inquiétante. D'après ce que j'ai compris, un homme d'une guilde criminelle embauchait une bande de voyous de la ville. Il y avait 2 auberges dans cette ville, mais le seul noble qui y séjournait, c'était moi. Je pensais avoir convaincu le baronnet Poton de traiter avec le noble pyromane, mais soit il n'a pas réussi à le convaincre ou à l'arrêter, soit il s'est laissé convaincre de se ranger de son côté. Pourtant, je ne pensais pas avoir fait quoi que ce soit pour mettre directement le noble pyromane en colère contre moi. Les ragots au bar ont vite clarifié la situation. Mais qu'est-ce que l'incendiaire a contre le noble de l'auberge? J'ai entendu dire qu'il cache les hommes bêtes que le fou du feu recherche. Ils sont avec lui à l'auberge. C'est logique. J'ai entendu dire qu'il a acheté une tonne de provisions. J'ai dû acheter un peu trop de nourriture au comptoir. Donc, engager les voyous avait probablement pour but d'encercler l'auberge et d'empêcher les hommes tigres blancs de s'échapper. Je quittai la taverne, me faufila dans une ruelle et utilisai téléphone pour expliquer la situation à Arisa. Quel ennui. Tu crois que ce gendarme a quelque chose à voir avec ça? J'hésitais, alors je fis une recherche sur la carte. La plupart des gardes qui n'étaient pas de service semblaient être chez eux. Il était donc peu probable que le gendarme, le baronnet Poton, soit impliqué dans cet incident. Alors, au lieu de l'empêcher, pourquoi ne pas les laisser faire le siège et prendre ce noble stupide en flagrant délit? Si on apprend qu'il a rassemblé une bande de voyous et attaqué un noble endormi, il ne pourra jamais s'en sortir. J'ai réfléchi à la proposition d'Arisa. Il serait facile de les écraser avant l'attaque, mais cela pourrait l'inciter à envoyer un assassin, à empoisonner ma nourriture ou autre chose. Tant que le poison et les snipers n'étaient pas en jeu, mon groupe pourrait facilement gérer le noble pyromane et ses sbires. Il vaudrait peut-être mieux tendre un piège et les arrêter tous d'un coup. Bien vu, occupons-nous de ce pyromane une bonne fois pour toutes. D'accord, on se prépare, alors. La grande Arisa va nous montrer tout ce qu'elle a appris sur les sièges en lisant des tonnes de mangas des royaumes combattants. J'étais un peu inquiet de la joie d'Arisa, mais j'ai accepté de la laisser s'occuper de l'auberge pendant que je me dirigeais vers la taverne où se rassemblaient les chasseurs de monstres.
J'allais rendre visite aux chasseurs de monstres spécialisés dans la région du village le plus lointain. Allez, attends une minute. Dégage, Con. En approchant de la taverne des chasseurs de monstres, j'entendis le jeune Con se disputer avec la chef des femmes chasseuses de monstres. Ce noble est vraiment quelqu'un de bien. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Ça n'a aucune importance. Elle a raison. On gagne une pièce d'argent chacun rien que pour avoir encerclé une auberge. Ouais, tu as une idée du nombre de gobelins que ça représente? Même un vaurien comme toi pourrait se lancer dans une telle aventure, tu sais. Il faudrait être fou pour laisser passer cette chance. L'homme de la guilde criminelle semblait également rassembler ses forces. Contrairement aux voyous de l'autre bar, les chasseurs de monstres étaient armés et de haut niveau, ce qui posait problème. En vérifiant mes marqueurs, j'ai vu qu'une vingtaine de voyous et de chasseurs se rassemblaient sur un terrain vague près du château du connétable. À ce moment-là, les voyous ordinaires étaient plus nombreux que les chasseurs de monstres. Les seules personnes présentes sur le terrain vague étaient l'équipe de la guilde criminelle. Le noble pyromane et ses amis étaient encore tous dans le château. J'ai activé clairvoyance et j'ai regardé à l'intérieur de la taverne. Ordo, pose ce verre et dis-leur d'arrêter. Pourquoi? Laisse ces dames faire ce qu'elles veulent. Allez, Ordo. À l'intérieur de la taverne se trouvaient 8 chasseurs de monstres, dont Con, les femmes et un groupe d'hommes bêtes. Cet Ordo était un homme lapin borgne, et son groupe variait de niveau 7 à 9, un niveau élevé même pour des chasseurs de monstres. Le reste du groupe à l'intérieur n'était pas très différent des chasseurs de monstres du terrain vague. Le groupe d'hommes bêtes restait neutre, refusant d'aider Con. Tu ferais mieux de reculer, ou ce sera plus qu'un coup de poing cette fois. Allez, mademoiselle, s'il vous plaît. Kenna, la chef du groupe de femmes chasseurs de monstres, leva le poing, mais Ordo l'appela. Kenna, j'y réfléchirai un instant. Que veux-tu, Ordo? Ce n'est pas ton genre de fourrer ton nez dans les affaires des autres chasseurs de monstres. Juste un conseil, ma belle. Nous sommes du côté du noble de l'auberge. Il a sauvé la vie de la sœur de Borch, et en plus, l'Alliance des hommes bêtes nous a demandé de le protéger. Ah bon? C'était peut-être leur façon de me remercier pour tout à l'heure. Je ne savais pas qui était la sœur de Borch, mais elle devait être l'une des victimes de brûlures que j'avais soignées. Si je n'avais pas entendu ça, j'aurais peut-être simplement supposé que leur groupe était avec le noble pyromane et je les aurais éliminés à distance. Tu es sérieux, Ordo? Je sais que vous êtes costaud, mais il y a plus d'une vingtaine de chasseurs de monstres ici. Les gardes du gendarme arrivent aussi, tu sais. Bon, rester dehors à écouter ne me servirait à rien. J'ai poussé la porte usée et j'ai interrompu leur conversation. Je ne m'en ferai pas pour ça. Les gardes ne viendront pas. Qui dit ça? Ta mère? Reste en dehors, m'a lancé Kenna sans même se retourner. Elle a dû me prendre pour un autre chasseur de monstres. J'ai utilisé mes relations dans la vieille capitale pour remettre le baronnet Poton à sa place. À moins qu'il ne soit autodestructeur ou encore plus idiot que je ne le pensais, il n'enverra pas de garde. Tandis que je continuais, Ordo m'a fait signe et les autres se sont arrêtés pour écouter. Kenna et son groupe se levèrent, les mains sur leurs épées. Kenna retenait Con, et je lui fis signe de la main avant de me présenter. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Je suis Satou Pendragon, le chevalier héréditaire. Je parcourus le bar du regard, observant calmement leurs réactions. La plupart étaient moins hostiles que prévu. Je ne cherchais pas à vous écouter aux portes, mais j'ai entendu ce que vous disiez. Mademoiselle Kenna, n'est-ce pas? Je me demandais si je pouvais vous demander, à vous et aux vôtres, de rester ici et de continuer à boire ce soir. Boire? Vous n'êtes pas là pour nous recruter? Non, rien de tout cela. Je suis juste venu chercher les dernières informations sur la chaîne de montagnes et le village le plus lointain. Quoi? Si vous écoutiez, vous devez bien avoir une idée de ce qui se passe, non? Vous ne devriez pas quitter cette auberge et filer vers les collines? Je suis sûr qu'Ordo pourrait vous ouvrir les portes si vous le demandez gentiment. Quelle surprise, je ne m'attendais pas à ce qu'on me donne des conseils. Ces gens n'étaient pas si mauvais que ça. Ils étaient juste séduits par la promesse d'une pièce d'argent. Dans ce cas, je pourrais peut-être les convaincre de participer au blocage de la fuite du noble pyromane. On peut parler une minute? J'ai peut-être une mission pour toi. Tandis que j'expliquais mon plan, les chasseurs de monstres me fixaient tous, stupéfaits.